dans l'idée des échanges qu'on veut avoir sur et autour de la réalité des proches aidants, on désirait vous offrir un témoignage pour commencer. Alors, voici le mien. Je commence par la fin. Assumer un rôle de proche aidant, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. C'est aussi une chose profondément enrichissante, ce n'est pas que difficile, et transformatrice. Il y a quelque chose de très profondément correct à s'occuper des gens qu'on aime lorsque ça se trouve jusqu'en fin de vie. Je le dis, c'est très difficile, très enrichissant, mais c'est très difficile. En bref, la trajectoire de mon parcours de proche aidant est le suivant. J'ai rencontré mon épouse en 99. On s'est fréquenté, on s'est éventuellement marié à la fin de ses études en 2004. Moi, j'ai poursuivi un petit peu plus longtemps, j'ai fini plus tard en 2006. Tous les deux en travail social. Ma femme a fini à McGill, moi à l'Université du Québec à Chicoutimi. On a fait ce que les jeunes couples font, on a voyagé, on a vécu notre vie, puis on a eu un bébé en janvier 2008 qui s'appelle Émile, qui est aujourd'hui à l'école. En juin 2008, je me suis réveillé pour trouver mon épouse en convulsion à côté de moi. Elle faisait une crise d'épilepsie. Transporté à l'hôpital, on fait un scan. On diagnostiquait une tumeur cérébrale de grade 3. On avait un bébé de 4 mois à l'époque. Elle a connu 18 mois de stabilité, d'amélioration. Elle a reçu des traitements, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Elle a fait beaucoup de réadaptation. On s'est beaucoup ajusté à cette réalité-là. Après environ 18 mois, elle a connu une récurrence de sa tumeur, qui était cette fois-là une tumeur de grade 4, un glioblastome, qui l'a emporté 6 mois plus tard, le jour de la fête des mères 2010. Ça ne s'invente pas. Un peu moins de 2 ans après son diagnostic, ce qui totalise ce qui est la durée de mon implication comme proche aidant. Cela étant dit, ça ne s'est pas nécessairement arrêté là. Le témoignage est le suivant, c'est qu'assumer le rôle de proche aidant, je disais, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. J'ai été jeté dedans, dis-je, à frette, en même temps que j'apprenais à être un père. Pour la conférence d'aujourd'hui, j'ai préparé une petite liste de choses que moi j'ai faites, d'un point de vue de proche aidant, non pas d'un point de vue de patient, invalide, mais d'un point de vue de proche aidant. Il y a des choses que j'ai faites, que j'ai ressenties, qui m'ont affecté en tant qu'individu et qui ont contribué à transformer ma vie, assurément. J'ai eu très peur que ma femme, la mère de mon fils, meurt à brève échéance, au moment du diagnostic. J'ai attendu son diagnostic avec elle, dans l'angoisse. J'ai appris ce qu'il y avait à apprendre sur la maladie, ses traitements, les soins de réadaptation qui étaient nécessaires. J'ai été présent au moment des interventions chirurgicales, j'ai attendu dans la salle d'attente. J'ai administré différents traitements. J'ai administré les pilules, je me suis assuré qu'elles étaient prises à l'heure. J'ai donné des pilules en cas d'urgence. J'ai donné des injections sous-cutanées. Je ne suis pas infirmier, j'ai appris à le faire. J'ai assisté à un nombre incalculable de rencontres médicales et de visites en réadaptation. J'ai été informé des options de préservation de la fertilité qui s'offraient à nous, parce qu'on était un jeune couple, avec elle j'ai fait des choix. J'ai composé avec plusieurs urgences. J'ai vu mon répit fréquemment bousculé, comme si c'était personnel des fois. J'ai attendu des heures dans les salles d'urgence. J'ai navigué à travers les services sociaux communautaires. J'ai poussé pour faire rembourser les traitements, avec succès. J'ai pris des jours de congé. J'ai éventuellement quitté mon emploi. Je l'ai retrouvé. J'ai navigué à travers les services sociaux communautaires, comme j'ai dit. On a profité d'un grand nombre de services, pas mal tout ce qui s'offrait à nous. On vivait on vit toujours dans la grande région de Montréal, donc il y avait un certain pool de ressources ici. Et le plus difficile, évidemment, c'est que j'ai vu une personne que j'aimais être frappée par la maladie, être limitée de plusieurs façons, avoir peur, et ultimement se faire priver de plusieurs parties de son rôle de mère et de sa vie. Je me suis souvent senti parfaitement impuissant face à ces difficultés. Ça, c'est pas mal exclusivement dans mon rôle de proche aidant. Dans le contexte plus large de notre vie, j'ai espéré le mieux pour le mieux, mais j'ai planifié pour le pire. J'ai concilié le soutien à mon proche, à ma parentalité, à mon travail sur quelques années. On pourrait dire jusqu'à maintenant, parce qu'en tant que père monoparental, je continue à devoir concilier plusieurs obligations. J'ai contribué à réorganiser notre vie. J'ai refait des budgets. On a déménagé 4 fois en 4 ans. J'ai accueilli ma belle-mère chez nous, ce qui est moins pire que ça n'a l'air. J'ai accepté l'aide des autres. On a le droit de rire. C'est correct. Je l'aime beaucoup, ma belle-mère. J'ai composé avec toutes sortes de gens bien intentionnés. J'ai composé avec des crises de gens dans la famille qui avaient de la misère à composer avec la réalité. J'ai perdu le contact avec des amis et des membres de la famille. Ça fait partie des conséquences qui ont disparu du radar. J'ai célébré les gains et les belles victoires.
pour Wayfund, pour notre famille. J'ai composé avec les mauvaises surprises. On a été chanceux pour commencer à passer le POC à quelqu'un d'autre autour de cet échange-là. Ça donne une idée de l'ensemble des conséquences ou des impacts de la maladie sur notre vie. Parmi les choses et les ressources sur lesquelles on a pu compter, sont le fait que, on était à travailleurs sociaux les deux. Donc, on avait les ressources et les connaissances pour faire valoir nos droits, nos préférences en termes de traitement et autres, puis pour nous organiser. Ma femme bénéficiait d'une assurance invalidité via son travail. Elle avait aussi une assurance médicaments pour laquelle son syndicat nous a aidés à obtenir des remboursements. J'avais bénéficié d'un emploi flexible. Je suis parfaitement conscient que cette expérience-là que je vous rapporte ce matin n'est que la mienne et n'engage que moi. J'aime à penser qu'il y a de l'universel dans le particulier. Je réalise aussi que il y a une grande diversité d'expériences du rôle de proche aidant. La nôtre en est une où on bénéficiait vraiment, je nous estime chanceux d'avoir bénéficié d'autant de ressources. Et encore, malgré ces ressources-là et notre débrouillardise, ce fut très difficile. Alors, c'est pour ça que je trouve ça important ce matin d'engager la discussion autour des besoins, autour des forces de ce qui existe, puis autour des manques de ce qui n'existe pas et de ce qui pourrait et devrait exister, pour mieux soutenir ceux qui font et qui feront ce voyage-là avec leur approche au cours des prochaines années. Merci pour votre écoute. Merci. On va revenir tout à l'heure dans les échanges. Maintenant, sur l'organisation des services, sur l'offre de services, M. Tardy du regroupement des aidants naturels. M. Tardy? Oui, bonjour. J'ai déposé devant vous ce petit document-là, qui est une synthèse qui va reprendre ce que je veux dire, et qui est une synthèse d'un document plus important qu'on a produit, là, qui est le résultat d'une tournée qu'on a faite dans 15 régions du Québec auprès de 21 rencontres de groupe, plus de 260 personnes, où on a discuté des services pour les proches aidants avec les proches aidants à grandeur du Québec il y a ça un peu moins de 2 ans. Donc, pour essayer d'aller vite, puisque le temps nous est compté, si je devrais trouver une formulation qui résume, puis là, je parle des services publics, je vais parler tout à l'heure de ce qui se fait dans le réseau communautaire, okay? Qui résume les témoignages qu'on a entendus à grandeur du Québec, c'est qu'en ce moment, il y a une gestion déshumanisante des soins et du service à domicile à grandeur du Québec. Donc, les objectifs administratifs, les objectifs de coupure, les logiques d'appareils sont plus importantes que le rendu de service. C'est vu comme plus important par les personnes aidantes que le vécu des personnes qu'elles aident et d'elles-mêmes. Donc, ça constitue le fond, la trame de fond, je vous dirais, de cette première observation. Je vais inciter aussi, l'autre chose qui est très claire, c'est qu'il y a une faible reconnaissance de personnes aidantes au sein des services publics. On les reconnaît quand c'est pour leur transférer des tâches, mais quand c'est le temps de tenir compte des impacts des interventions dans les maisons, auprès des gens, là, tout d'un coup, on ne leur parle pas, on n'écoute pas, et on tient peu compte de leurs préoccupations. Ceci dit, il faut toujours prendre ça en se disant que tu as une diversité, mais on l'a entendu partout à travers de la province. Donc, c'est une constante qui nous apparaît. Et de façon institutionnelle aussi, c'est clair que quand il y a une évaluation des besoins qui est faite d'une personne qui a des limitations, qui est en fin de vie, qui est malade, par les services publics, il n'y a pas d'évaluation sérieuse qui est faite des besoins des proches aidants. Ça démontre de façon institutionnelle qu'il n'y a pas une véritable reconnaissance des gens et du milieu dans lequel vit la personne malade. Ça démontre aussi, puis il faut voir, hein, l'évaluation des besoins, c'est une évaluation qui est centrée autour de la maladie. C'est pas une évaluation
oui, c'est important de centrer autour de la maladie des limitations, mais il faut aussi tenir compte des éléments contextuels autour de la personne. La personne malade elle reste un citoyen. La personne autour de la personne malade sont des gens qui restent des citoyens et qui doivent intervenir et être sensibles. Un autre élément de constat qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a des lacunes dans le personnel. Des lacunes en termes de connaissance des problématiques, des lacunes au niveau du savoir-être, des lacunes au niveau du savoir-faire. Il y a beaucoup de bonne volonté. Mais la bonne volonté, ça ne remplace pas les lacunes, ça ne remplace pas ce qui est en dessous de ce que devraient avoir des professionnels normalement s'ils auraient le temps de pouvoir faire leur métier comme du monde. Parce que c'est un autre facteur. S'ils ne seraient pas fixés des objectifs par une machine qui n'ont pas rapport avec le terrain et la réalité, ça alimente cette chose. Puis je vous dirais que le personnel du réseau de la santé, essentiellement, il gère la pénurie. Et ça se manifeste, ça traverse l'ensemble de leur intervention. Quand tu gères la pénurie, quand tu gères qu'il n'y a pas assez de services pour le monde, qu'il faut que tu priorises tout le temps le plus prioritaire du plus prioritaire, tu n'es pas dans une optique qui te permet de voir de façon globale et raisonnable l'état des personnes, puis de faire un accompagnement comme on pourrait s'attendre que l'institution puisse faire. Un mot sur le répit. Qui est un des principaux besoins qui a été identifié à grandeur de la province. Il a été dit un peu partout que, vous savez, le répit, hein, c'est, oui, il y a des services qui amènent au répit, mais le répit en soi, c'est un état d'être. Donc, il faut que la personne se sente en situation de répit. C'est pas le fait qu'il y a un professionnel chez vous que tu es forcément en répit si tu as peur qu'il arrive une catastrophe, puis si tu es juste en train de courir pour faire ton épicerie. Tu n'es pas en état de répit. OK? Donc, le monde a noté que les services étaient l'accès aux services, les services sont limités, l'accès est limité, il y a plein de normes, il faut que tu fites dans la norme pour pouvoir y avoir accès. Le nombre d'heures est plus souvent qu'insuffisant, et aussi il y a un manque de souplesse dans... parce que souvent les besoins, moi j'ai déjà fait de l'accompagnement dans défense de droits des personnes aidantes, puis j'avais une dame qui avait besoin de savoir un break pour aller à l'église le dimanche. C'était impossible. C'était techniquement impossible. Personne ne pouvait travailler le dimanche au C3S, c'était Saint-Michel à l'époque, mais ça n'a pas tellement d'importance le lieu, mais c'est juste pour noter cette espèce de rigueur et de ce besoin là, que la personne, donc, de s'adapter aux besoins de la personne plutôt que les personnes s'adaptent aux besoins de l'institution. Donc, voilà. Les professionnels, les travailleuses et travailleuses sociales n'ont plus le temps d'écouter le monde. L'accompagnement psychosocial, c'est extrêmement important. Mais quand tu es dans la gestion de la pénurie, tu n'as pas le temps de prendre le temps de parler avec les gens qui ont besoin de décompresser puis qui ont besoin de mettre au clair où ce qu'ils s'en vont, où ce qu'elles s'en vont, puis c'est quoi leur réalité. Puis tu n'as pas le temps de désamorcer avec elles les situations qu'elles rencontrent. Et on s'entend, cette absence de temps-là est aussi voulue par l'institution. Il y a des institutions qui calculent que tu as tant d'heures pour accompagner un deuil, puis ça donne que c'est de plus en plus court. Donc, on se retrouve devant une situation qui est déconnectée. Donc, ça fait un peu rapidement... Donc, malgré beaucoup de bonne volonté des professionnels, des gens du terrain, il y a un problème de sous-investissement, il y a un problème de priorité. Les services de maintien à domicile ne sont pas prioritaires. C'est quelque chose à côté. C'est intéressant parce que ça coûte pas cher, pas parce que ça améliore la qualité de vie des gens. Et les personnes aidantes sont intéressantes parce que ça permet que ça coûte encore moins cher. Et non parce que c'est des personnes qui ont besoin. Qui ont des besoins, qui ont besoin d'être écoutées, puis qui ont besoin d'être tenues compte. C'est pour le réseau public. Le constat est assez sévère. Mais c'est de virage ambulatoire en fusion de C3S, en coupure budgétaire à un moment donné. C'est là où on en est rendu. Maintenant, rapidement, du côté des groupes communautaires, au regroupement, on présente 85 organismes qui ont développé des pratiques de soutien auprès des proches aidants. On s'entend, ces pratiques-là sont extrêmement éclatées, sont extrêmement variables. Ah oui, je reviens sur le réseau public, puis ça va être vrai pour le communautaire, évidemment, mais dans le cas du réseau public, c'est problématique. Il n'y a pas deux régions, deux secteurs où vous trouvez le même continuum de services.
Pour le communautaire, c'est un peu normal, parce que ça se construit à côté, en parallèle, puis à partir des bonnes volontés. Pour le réseau public, c'est un peu bizarre, puisque c'est là pour offrir des services universels. On change de secteur. Donc, 85 groupes qui ont développé toutes sortes de pratiques. On s'entend que la majorité de ces groupes-là, ce qui va les caractériser, c'est que les personnes aidantes sont partie prenante de la définition des services qui sont développés, des interventions qui sont faites, sont partie prenante ou décideuses. Okay? Selon que ce soit un groupe qui a un volet proche aidant ou un groupe qui est carrément un groupe de proche aidant. Donc ça change beaucoup la nature et la vision des interventions. Donc, je vous ferai pas le tour, là, on s'entend, il y a toutes sortes de pratiques. Ça va aller du guide de prévention de l'épuisement, de bottin de ressources, de toutes sortes de formes de promotion et de défense des droits individuels ou collectifs. Ça va aussi passer par l'organisation de services de répit, avec toutes sortes de modalités très variables d'une région à l'autre, des fois même d'un organisme à l'autre, au sein même d'une ville. Donc, il y a vraiment une très grande diversité. Mais on s'entend que cette diversité-là, elle est construite à côté, en alternatif. Elle n'est pas là pour suppléer au manque du réseau public. Et l'une des choses qui caractérise cette diversité, c'est que c'est beaucoup du bricolage, parce que c'est du bricolage construit avec 3 bouts de ficelle et un manque de ressources systémiques. Donc, ce qui n'empêche pas qu'il y a des centaines, probablement des milliers de personnes aidantes qui sont impliquées dans ces organismes-là pour améliorer concrètement leur situation de vie et pour améliorer de façon plus globale, parce qu'il y a tout le côté promotion, défense de droits, l'amélioration globale des conditions de vie des personnes aidantes. M. Tardy, merci beaucoup. Madame Mutelli, c'est vous? Je vais seulement parler des 8 derniers mois de la vie de mon mari et de mon accompagnement. Je ne vais pas parler de l'avant, parce que pour le peu de temps qu'on a ici, je vais essayer de résumer. Après les quelques séances de chimio que mon mari a pu supporter, il n'avait plus de force. Et j'ai essayé de m'investir comme je pouvais, j'ai dépassé mes capacités. La conciliation des activités que j'avais à faire, aider mon mari, les activités familiales et professionnelles, était difficile pour moi. Je ne pouvais plus vivre comme une épouse, mais j'étais devenue soignante, professionnelle. Alors que je suis comptable. Comme Frédéric a dit, j'ai donné des injections, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Parce que mon mari ne voulait pas aller à l'hôpital. L'accompagnement m'a écrasé. J'étais perdue. J'étais fatiguée. Mais je n'osais pas en parler. Je trouvais que je n'étais pas la personne à aider. Je n'ai pas pu reconnaître mes limites. Je n'ai pas pu évaluer mes détresses. Et ma santé mentale en a pris le coup. Je n'étais plus capable de l'aider parce que je n'étais pas bien moi-même. Mais le désespoir m'a donné les forces de continuer les recherches pour mon soutien. Et un organisme qui est en Pâques m'a tendu la main. La première chose qu'ils m'ont appris, m'ont identifié comme une proche aidante. Pour moi, c'était une surprise. Je ne connaissais pas cette appellation. Mais quand même, ça m'a éclairé. Ça a éclairé mes actions pour chercher encore plus de soutien. J'ai commencé à rencontrer des personnes qui vivaient la même situation que moi. J'ai trouvé quelques
réponses et solutions à mes problèmes, à mes questionnements. Et je continue à aider mon mari. Avec toutes ces personnes que je rencontrais, j'ai commencé à comprendre que même les proches aidants, immigrants, avaient droit à du soutien et avaient droit à exprimer ses sentiments. Et que j'avais droit d'exprimer mes angoisses, malgré que ça déplaisait à ma famille et mon entourage. Et même mon mari n'aimait pas ça. Entre parenthèses, mon mari était dans la santé. Il connaissait toute la situation, mais je pense que c'était pour me préserver et me cacher des choses. Je n'étais pas assez informée. Et moi, dans cette situation, j'étais au Canada depuis plus de 20 ans. Et je travaille à Access. Je pensais que je connaissais le système de la santé. Et je pensais que je connaissais les ressources disponibles. Mais moi, je n'étais pas capable de naviguer dans cette complexité. Et je parlais le français. Mais il y a des thèmes que je ne comprenais pas. Et je m'imagine des gens qui ne parlent pas la langue, qui ne connaissent pas le système. C'est depuis 1999 que je suis à Access. Donc, je dirais que j'étais avantagée à comparer à d'autres personnes, parfois des nouveaux arrivants et d'autres. Donc, parmi ces caractéristiques, je vais parler de barrières linguistiques, l'incompréhension de la langue, l'incompréhension des ressources disponibles, la méconnaissance du réseau de santé et tout ce qui s'ensuit, l'information qui est parfois inadéquate pour ces personnes. Et pour certains groupes, il y a la résistance de l'intervention externe. Je vais vous donner l'exemple d'une femme que je connaissais qui vivait la même situation que moi. Après avoir rencontré un parc, je lui ai donné le conseil d'aller chercher de l'aide et elle m'a dit qu'elle craignait qu'on la sépare de son mari qui vivait ces derniers jours. Elle a choisi de garder silence. Elle a aidé son mari. À un moment donné, elle était fatiguée. Elle a fini par la dépression. Et quand elle est devenue malade, on a hospitalisé son mari. Et c'est ce qu'elle craignait. Il n'a pas vécu une semaine à l'hôpital. Donc la liste est longue. Je termine là-dessus tout en espérant qu'on va trouver des solutions ensemble